Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon portefeuille d'investissement après 2 ans d'investissement en bourse. Avant ça, comme c'est la première vidéo de suivi de mon portefeuille d'investissement, je vais faire un peu de mise en contexte, que vous puissiez comprendre comment je suis passé de quelqu'un qui n'avait absolument aucune connaissance en bourse à quelqu'un qui gère aujourd'hui un portefeuille d'investissement évalué à 30 000 euros. Et ça, sans stress. Je vais également parler de certaines plateformes d'investissement, soit parce que je les ai utilisées ou bien parce que je les utilise toujours. Il n'y a aucun placement de produit ou lien d'affiliation. Au départ, j'ai fait comme beaucoup de gens qui ont soit un livret A ou une assurance vie. En ce qui me concerne, j'avais une assurance vie qui était entre 2 et 3% de rendement annuel. Pour vous donner un ordre d'idée, le livret A cette année, il est à 1,7. Mais finalement, qu'on compare aux 10% que j'arrive à faire maintenant, 2 ou 3%, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, avec une assurance vie, il y a beaucoup de termes techniques, on ne sait pas bien où est-ce que va notre argent. Et moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. C'est donc en cherchant des placements rentables que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement en bourse. Alors, je parle vraiment d'investissement et pas de trading. La différence entre les deux, c'est que l'investissement, on va aller sélectionner des entreprises parce qu'on est capable de comprendre ce qu'elles font, les secteurs dans lesquels elles évoluent, les services qu'elles proposent, et parce qu'on croit en leur futur. Parce qu'on pense qu'elles vont grossir, qu'elles vont continuer à produire quelque chose d'utile. Le trading, on va simplement miser sur la volatilité de valeur, donc on va profiter d'un moment de baisse d'une entreprise pour l'acheter au prix le plus bas en espérant pouvoir la revendre à un prix qui est plus fort. Au final, je me suis rendu compte que l'investissement boursier, c'était pas si compliqué que ça. Il y a quelques grandes règles à respecter et ça se passe bien. Quelques termes techniques à apprendre et finalement, c'est assez accessible, surtout aujourd'hui avec toutes les plateformes d'investissement qu'on a. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir un portefeuille d'investissement qui fait du 10% de moyenne annuellement par rapport à un livret A qui aujourd'hui vous propose du 1,7%. Et le tout sans être un expert en investissement boursier. L'important, c'est de sauter le pas. J'ai donc ouvert mon premier compte d'investissement chez eToro, qui est une plateforme qui va nous permettre d'investir en bourse. C'est à mon sens la plateforme qui est vraiment la plus facile à prendre en main pour un débutant et pour laquelle c'est très simple de faire ses premiers investissements. Au départ, je mettais 50 euros par mois, je les investissais sur les entreprises qui me semblaient intéressantes. Ça m'a permis de voir comment mes investissements évoluent sans trop de stress, à apprendre à gérer les émotions quand la valeur du portefeuille monte et surtout quand elle baisse. C'était vraiment important pour moi de commencer avec des petits montants, des petites sommes, de manière à être vraiment serein avec mes investissements. Si vous voulez apprendre à faire vos premiers investissements de façon sereine, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet dans laquelle je vous montre comment ouvrir un compte chez eToro et faire vos premiers investissements. Un peu plus tard, j'ai décidé d'ouvrir ce qu'on appelle un PEA pour bénéficier d'avantages fiscaux lors de mes investissements. Pour investir en bourse, on a deux choix, le compte titre et le PEA. Le PEA, c'est purement français, c'est un compte qui va nous permettre d'investir en bourse et il a deux principales différences avec un compte titre. La première, c'est qu'il va nous offrir des avantages fiscaux. Mettons que je veuille vendre un titre 5 ans après la date d'ouverture de mon PEA, eh bien je vais être taxé à 17,2% de taxes sur la plus-value, alors qu'avec un compte titre, je vais être à 30%. En revanche, si je décide de vendre un titre que je détiens sur mon PEA avant les 5 ans d'anniversaire de mon compte, je vais être taxé à 30% de flat tax, donc de taxe sur la plus-value. La deuxième différence, c'est que l'avantage fiscal qu'offre le PEA a été pensé pour inciter les investisseurs à investir en France et en Europe. Donc, toutes les actions qui seront éligibles au PEA, avec lesquelles on pourra investir avec un PEA, ce sont des actions qui se trouvent à la bourse de Paris. Donc, on va bien évidemment retrouver des actions françaises, quelques actions européennes, mais pas toutes. Mais on ne retrouvera pas d'actions qui sont, par exemple, aux États-Unis. Mais c'est quand même possible d'investir en dehors de la France et de l'Union européenne avec un PEA. On a des outils qui nous permettent d'investir par exemple aux États-Unis ou en Inde. Moi, c'est ce que je fais et je vais vous montrer un peu plus tard comment je le fais. Pour ce qui est de la banque chez laquelle j'ai décidé d'ouvrir mon PEA, j'ai choisi Boursorama. Et pour choisir cette banque-là, je me suis basé sur deux critères. Le premier, ça a été les frais. Alors, il faut savoir qu'on a deux types de banques qui nous proposent d'ouvrir un compte PEA. On a les banques physiques et les banques en ligne. Les banques physiques, de manière générale, ont tendance à appliquer des frais beaucoup plus importants que les banques en ligne. Et même si ça peut paraître minime,
à long terme, ces frais-là vont vraiment avoir un impact négatif sur notre rentabilité. Donc pour moi, c'était banque en ligne obligatoirement. Le deuxième critère que j'ai utilisé pour choisir ma banque, ça a été le retour client. Donc j'ai fait mes recherches sur les différentes banques en ligne qui m'intéressaient et c'est ce que je vous invite à faire avant de choisir une banque. J'ai vu que chez Boursorama, les clients étaient plutôt satisfaits. Donc j'y suis allé, j'ai ouvert mon compte et jusqu'à présent, moi-même, j'en suis plutôt satisfait. J'ai aucun problème avec eux. Nous voilà maintenant sur mon portefeuille d'investissement. Donc comme je le disais un peu plus tôt, on ne peut pas acheter d'actions d'entreprises qui ne sont pas cotées à la Bourse de Paris, qui sont en dehors de l'Union européenne. Par exemple, si je veux acheter des actions et investir sur Nvidia, eh bien, je ne pourrais pas le faire puisque c'est une entreprise qui se trouve sur le marché américain. Mais je vais quand même pouvoir investir à l'étranger, donc à l'étranger en dehors de l'Union européenne, grâce à un outil qui s'appelle un ETF. Donc un ETF, qu'est-ce que c'est? On a des fonds d'investissement qui ont créé ce qu'on appelle des paniers d'actions. Donc là, par exemple, on en a un. La BNP qui a créé un panier d'actions qui va nous permettre d'investir sur le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est quoi? Vous prenez les 500 plus grosses entreprises américaines, vous les mettez dans ce panier-là, et à chaque fois que vous achetez des parts de ce panier, eh bien, vous investissez sur ces 500 plus grandes entreprises. Le premier avantage de l'ETF, c'est qu'on va s'exposer à différents secteurs de marché en une seule fois. Là, par exemple, le S&P 500, on va retrouver des entreprises de l'industrie de la tech, de la santé, de la finance, plein d'autres secteurs. Et ce qui fait que si jamais il y a un secteur qui flanche, eh bien, il y a d'autres secteurs qui vont pouvoir lisser le risque. Le deuxième avantage que nous offre un ETF en termes de diversification, donc là on a vu la diversification en termes de secteur d'activité, ça va être en termes de secteur géographique. Donc là, on a un ETF qui nous permet d'investir aux États-Unis, donc le S&P 500. On a un autre qui est la même chose que le S&P 500, mais là cette fois en Inde, donc on investit sur les plus grosses entreprises du marché indien. Là, on est sur un secteur géographique qui va être mondial, mais uniquement dans le secteur de l'eau. Donc là, c'est un ETF qui nous fait investir sur toutes les entreprises du secteur de l'eau et peu importe leur localisation dans le monde. Là, on a un ETF ES50, donc c'est un ETF qui lui va investir sur les plus grandes entreprises européennes. Et puis on retrouve un deuxième ETF du S&P 500. Donc maintenant, si on regarde les différentes lignes dans mon portefeuille, là on voit qu'il n'y en a pas beaucoup et je vous recommande d'éviter d'avoir trop de lignes à gérer. Le troisième avantage que nous offre un ETF, c'est que si on regarde mon portefeuille, il n'y a seulement que 5 lignes d'investissement. Et pourtant, je suis très exposé sur différents secteurs de marché, sur différents secteurs géographiques. Et ça, c'est possible qu'avec un ETF. Sinon, il faudrait 500 lignes, ne serait-ce que pour le ETF du S&P 500, pour le reproduire. Quatrième avantage d'un ETF, c'est qu'il est auto-nettoyant. Par exemple, si on a une entreprise du S&P 500 qui fait un très mauvais résultat, qui sort des 500 plus grandes entreprises américaines, eh bien, elle va automatiquement en sortir, et il y a une autre qui va automatiquement rentrer. Et ça, c'est possible qu'avec un ETF. Je n'ai absolument pas besoin de supprimer une ligne de mon portefeuille pour faire rentrer une nouvelle ligne. Et ça, c'est super intéressant. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vous directement qui détenez les actions d'entreprise, c'est le fonds d'investissement dans lequel vous avez investi. Alors, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise à l'idée de ne pas détenir directement leurs actions. Moi, ça ne me dérange pas. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Maintenant, il faut quand même avoir conscience que, par exemple, sur un ETF comme le S&P 500, sur les 500 plus grandes entreprises américaines, il n'y en a que très peu qui vont surperformer le marché et beaucoup qui vont faire ce qu'on appelle sous-performer le marché, donc qui ne vont pas forcément prendre beaucoup de valeur ou gagner beaucoup d'argent. Et donc, rechercher des entreprises qui vont surperformer le marché durant 1, 2, 3, 4 ans, bah, ça revient un peu à rechercher une aiguille dans une meule de foin. Moi, personnellement, je préfère acheter la meule de foin directement. Maintenant, si on analyse un peu plus mon portefeuille, quels étaient mes objectifs? Moi, c'était déjà d'investir sur le marché américain, puisque le marché américain, on a quand même un historique. Sur les 100 dernières années, on a une moyenne de progression de rentabilité de 10% annuel, donc ce qui est vraiment un indice de référence. On voit qu'il y a deux lignes du S&P 500 ici et ici. Alors pourquoi deux? La première différence, alors je ne sais pas si ça fait vraiment une grosse différence, c'est que le premier ici, le premier ETF, on voit que c'est un fonds en euros, alors que le second, c'est un fonds en dollars. Alors, monétairement parlant, est-ce que ça fait une grosse différence? Je ne sais pas, mais je voulais me diversifier là-dessus, et pour l'instant, je n'ai pas forcément perdu d'argent ou gagné plus que ça. La deuxième raison pour laquelle j'ai pris deux ETF du S&P 500,
c'est que je ne voulais pas forcément mettre tous mes œufs dans le même panier. Je ne voulais pas avoir tout mon argent investi sur un seul fonds d'investissement. Parce que si jamais, pour des raisons X ou Y, il arrive quelque chose à un des fonds d'investissement, ben, au moins je ne perds pas tout. Maintenant, si on regarde la deuxième ligne de mon portefeuille, le Amundi India PEA, eh bien, j'ai décidé d'investir en Inde parce que ça reste encore un marché émergent qui n'a pas encore atteint son plein potentiel, peut-être qu'il ne l'atteindra pas, mais qui va me permettre, si jamais ça se passe bien, de faire une belle plus-value, parce que je me suis positionné tôt, peut-être que dans quelques années, c'est quelque chose qui aura fait une belle progression. La troisième ligne, le Water PEA, celui-là, je l'ai choisi parce que je me dis que l'eau, c'est un secteur dans lequel voilà, il n'y a pas vraiment grand risque à investir. Alors, c'est pas le plus rentable, hein, celui-là, je ne vais pas vous le cacher, mais on aura toujours besoin d'eau, on aura toujours besoin d'entreprises qui évoluent dans le secteur de l'eau. Donc, ça me semble plutôt cohérent. Moi, je comprends ce qu'ils font et à long terme, on en aura toujours besoin. Alors, l'ETF ES50, c'est un ETF qui investit sur le marché européen. Bon, celui-là, si c'était à refaire, je ne le reprendrai pas. C'est vraiment pas le plus rentable, loin de là. Et je suis pas un grand fan du marché européen pour des raisons disons, d'instabilité politique liée à l'économie de manière générale. C'est toujours assez restrictif en Europe et c'est vraiment pas le secteur qui est le plus propice à l'entrepreneuriat et à l'investissement, en tout cas à mon sens. Et quand on regarde un peu la courbe, bon, celui-là va suivre un peu la courbe du S&P 500, mais en beaucoup moins intéressant. Maintenant, si on regarde mes résultats, on voit que j'ai ouvert le compte le 9 mars 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi. J'y ai investi 26 000, quasiment 27 000 euros. Et l'évaluation totale des titres, on en est à 32 000. Donc j'ai fait une plus-value, là, à l'attente, de 5 726 euros. Donc l'équivalent de 21% de mon portefeuille. Maintenant, si c'était à refaire, donc là, si par exemple j'avais tout investi sur un ETF du S&P 500, ben, j'aurais été beaucoup plus rentable. Maintenant, il y a quand même des investissements sur l'avenir. Donc là, par exemple, l'India PEA, qui peut-être va faire un gros bond l'année prochaine. Cette année, il a sous-performé parce qu'il y avait des résultats qui étaient attendus sur les entreprises indiennes. Et finalement, ben, les résultats qui ont été déclarés, ce n'étaient pas ceux qui étaient attendus. Donc les investisseurs sont partis et cette année, c'est un peu la chute libre. On verra avec les résultats de l'année prochaine. Donc voilà globalement ce qui est possible de faire sans être un expert en investissement boursier, sans être un expert sur tous les marchés financiers. Voilà, 21% en 2 ans et demi. Bon, ça reste quand même plus intéressant qu'un livret A à 1,7%. En ce qui concerne la stratégie que je vais appliquer pour mes investissements futurs, alors je vais me concentrer sur notre ETF du S&P 500 parce que c'est ce qui est le plus rentable et vraiment c'est celui qui progresse le mieux. Et également celui de l'India PEA, parce qu'on va toujours miser un peu sur l'avenir. Ça en faisant ce qu'on appelle du DCA, donc tous les mois, je mets de l'argent, je fais un virement automatique, donc j'ai de l'argent qui arrive automatiquement sur mon compte d'investissement et que je n'ai plus qu'à investir. Voilà, c'est de l'argent que je mets en automatique tous les mois. Maintenant, l'argent que j'y investis tous les mois, c'est pas de l'argent qui m'empêche de vivre. C'est pas de l'argent qui va m'empêcher de manger à ma faim ou bien de dormir dans un endroit correct. Non, pour moi, c'est super important d'investir de l'argent qui est un petit peu du plus et qui va me permettre de gérer mon portefeuille de façon sereine sans avoir à stresser à chaque baisse de mon portefeuille, que je vais laisser là durant plusieurs années. Et moi, j'ai vraiment une vision d'investisseur long terme. Donc là, ça, c'est de l'argent qui va rester là pendant 10, 15, 20 ans. Le but, c'est vraiment d'avoir préparé quelque chose pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On va se retrouver dans quelques mois pour faire un peu le point de mes investissements, voir comment ça a évolué, est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé, qu'est-ce que ça a donné, est-ce que j'aurais changé de stratégie. Néanmoins, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ainsi que vos suggestions de vidéos. Je ne manquerai pas d'y répondre.